Au milieu de la chronique économie de ce mercredi, on vous parle des prêts bancaires. Ils sont bien plus que de simples transactions financières. Ils sont les moteurs de nos rêves, ou du moins ils sont perçus comme les moteurs de nos rêves, les fondations de nos projets et les clés de nos ambitions. Nous allons donc explorer l'importance cruciale des crédits bancaires dans notre économie, dans l'acquisition de biens essentiels comme une maison ou une éducation et dans la réalisation de nos aspirations personnelles et professionnelles. Crédit bancaire utile ou futile? Jennifer, bonjour. Bonjour Herman, merci pour votre belle introduction. Crédit bancaire utile ou futile? On se pose la question et nous aurons la réponse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Je reçois pour vous Fidèle Delidji. Vous êtes économiste et analyste financier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on s'intéresse aux prêts bancaires, aux crédits bancaires déjà. On en a tous entendu parler, mais si je vous demande déjà comment c'est organisé, je dirais un peu le système autour pour qu'on puisse mieux comprendre cela. Maxi, parler de prêts bancaires ou de crédits bancaires suppose ici qu'il y ait tout au moins deux agents. Un agent qui accorde des facilités financières à un second agent. Et souvent, le premier agent, c'est l'institution financière bancaire dans le cas d'espèces en matière de prêts bancaires. Et donc, ces structures sont organisées de manière à ce qu'elles soient capables de pouvoir accorder des crédits, c'est-à-dire des ressources financières, aux agents économiques pour satisfaire leurs divers besoins. Et ces agents économiques sont peut-être des ménages, des entreprises et autres, qui ne sont pas des institutions financières bancaires, mais qui sont dans le besoin de financement de leurs projets divers. D'accord. Alors, pour en arriver à ce prêt-là, à ce crédit, est-ce qu'il y a des organisations, je dirais, en interne, quelque chose auquel le consommateur n'a pas forcément accès, mais qui est important peut-être pour la banque, par exemple? Bon, quand nous parlons de crédit bancaire, ici, la première des choses, c'est que la banque ici exerce une activité commerciale, c'est-à-dire met à disposition des agents des ressources financières, ce qui voudra dire quoi? Lorsqu'un agent A se présente à la banque, l'élément principal ici, c'est la confiance. Comment est-ce que la banque fait confiance à un individu qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle doit accorder les crédits? Donc, il y a tout un système d'études de dossiers pour voir la viabilité, la faisabilité, la rentabilité autour, et aussi des petites enquêtes autour du client, parce qu'il faut la pièce d'identité, il faudrait qu'on vérifie si réellement la personne existe, aussi c'est une personne morale, est-ce qu'elle existe? Il faut vérifier, c'est après ça qu'on pourra accorder ce crédit, mais il y a aussi ce qu'on appelle une petite garantie que l'agent économique qui demande le crédit doit déposer en cas de non-remboursement. Justement, ces enquêtes qui font que certains parlent parfois de discrimination, mais on va y revenir. Quels sont déjà les différents types de prêts bancaires, de crédits bancaires qu'on a? Les différents types de prêts bancaires, ici il y a tellement de prêts qu'en économie on essaie quand même de différencier les prêts à partir de certains critères qu'on appelle les critères d'accord de crédit. Lorsqu'on prend un agent économique, est-ce que c'est une entreprise ou bien c'est un ménage? Si c'est une entreprise, l'entreprise a besoin de ressources financières pour assurer son investissement et pour assurer sa trésorerie à court terme. Mais si c'est un agent économique, ce dernier, un ménage par exemple, a besoin de prêts pour pouvoir assurer ses besoins en matière de consommation, de courte durée, moyenne durée ou longue durée, les équipements de maison, acheter une moto, construire une maison, des projets divers. Donc, dans ce cas d'espèce, les crédits qu'on accorde, on peut avoir des crédits pour le logement, crédits pour consommation, crédits à l'investissement, crédits à la production, ainsi de suite. Il y a tellement de produits. Il y a aussi des crédits spécifiques qu'on accorde selon les besoins des agents économiques. D'accord. J'aimerais quand même justement avoir votre avis en tant qu'analyste financier. Il est clair que les crédit bancaire aide plus d'un, mais on nous dit que ça peut devenir une sorte de piège. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parler de piège, je voudrais dire d'abord que le crédit, lorsqu'il est accordé, la première des choses, ça augmente le pouvoir d'achat de celui qui l'a obtenu, que ce soit le ménage ou l'entreprise ou bien même si c'est l'État. Donc, si le pouvoir d'achat augmente, nous disons ici que cela permettra de pouvoir réaliser les projets de consommation, de production. Parler de pièges, c'est comme si lorsqu'ils ont le crédit, est-ce que ça ne sert pas à ces derniers, ou bien c'est les conditions d'octroi de crédit qui posent problème, ou bien c'est le fait qu'on a obtenu un crédit pour un projet et que le projet a échoué, que c'est un problème. Il faudra identifier les éléments d'analyse afin de dire si c'est un piège ou si ce n'est pas un piège. Lorsque la banque accorde un crédit, le pouvoir d'achat de l'agent économique augmente. Donc à partir de là,
Normalement, si les conditions accompagnent la réalisation du projet, ça doit être un succès. Piège ici, est-ce que c'est le taux qu'on accorde? Parce qu'il y a le taux qu'on vous accorde sur votre crédit, vous verrez, on mettra un taux. Il y a aussi ce qu'on appelle taux global. La Banque centrale, dans notre cas d'espèce, la BCAO, il y a un taux directeur dont toutes les banques doivent suivre. Mais quand vous avez le crédit, par exemple, on dit, nous vous accordons un crédit de 8%. Après, sur votre papier de crédit, vous verrez qu'on a mis quelque part taux global effectif. Et qu'il n'est plus 8%, ça peut aller à 10%, 11%. Ça veut dire qu'il y a des dispositions internes au sein des structures bancaires qui accompagnent pour que le taux arrive à 11% du genre. Alors, on se rend compte aisément que ce sont des taux assez prohibitifs. Quand on voit ailleurs qu'il y a des prêts parfois même à taux zéro en Europe, ou à des taux qui facilitent vraiment la vie aux consommateurs, ou presque, je veux dire, leur vie même se repose sur les crédits. Mais avant d'en arriver à cette étape, d'accord, monsieur Delidi, il y a qu'aujourd'hui, ou dans la pratique ici sous les tropiques, c'est que les crédits réservés aux agents économiques, donc aux particuliers, ce sont souvent les fonctionnaires qui font recours à ces crédits bancaires pour soit aller construire une maison, soit aller acheter un véhicule, bref, investir dans un bien ou dans un service. Est-ce que cela est rentable de prendre un crédit et d'aller l'immobiliser dans un passif? La rentabilité ici va s'apprécier par rapport à l'objet pour lequel le crédit a été obtenu. Et quand je parle de l'objet, lorsque vous prenez le cas des fonctionnaires, la première des choses ici, j'ai dit que la banque octroie des crédits à partir de la confiance. Alors, la contrepartie fait une garantie. Est-ce que l'agent économique à qui j'octroie les crédits est capable de me rembourser? Donc, il faut une garantie. Le fonctionnaire, on estime ici qu'à chaque fin du mois, et la domiciliation du salaire. Voilà, il y a quelque chose qui vient, donc on est sûr qu'on peut prélever. Un agent économique qui n'a pas un revenu mensuel, la banque se dit, mais comment est-ce que je pourrais entrer en possession de l'argent que je gagne, qui n'est pas le mien, c'est d'autres personnes qui ont déposé. Donc il faut nécessairement une garantie. Lorsque vous parlez de taux zéro dans certains pays développés, je dirais simplement sur le système bancaire de là-bas qui est organisé de manière à ce que l'argent puisse servir aux individus, aux agents économiques. Si je prends l'exemple de la période de Covid 2020, il y a même des taux négatifs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il faudra nécessairement relever le niveau de vie des agents économiques. Donc, il n'y a même plus taux zéro, c'est un taux préférentiel et des crédits types pour pouvoir régler un problème précis. Donc là-bas, le système financier est plus organisé et plus adapté aux agents économiques. Nos frères et sœurs qui étudient là-bas, ils vont au cours du jour et ils s'inscrivent dans les écoles pour aller à l'université pour étudier. Ils financent ça comment? Il y a des facilités qu'on les accorde. Donc c'est le système qui favorise un peu plus cela par rapport à notre système ici où bon, les règles sont beaucoup plus... voilà. D'accord. Mais à qui cela profite le plus? Parce que si je dois surfer sur la question de Herman où la banque octroie le crédit, mais le consommateur récupère ce crédit et construit une maison, après se retrouve pratiquement sans rien, je dirais, à la fin du mois. Et puis c'est compliqué à gérer, il faut contracter d'autres prêts. Est-ce à qui cela profite concrètement? À qui cela profite? Je dirais que ça profite aux deux. D'accord. Parce que l'agent économique qui construit une maison et qui a garanti, les règles disent ici, il faut 33%, je crois. Certains vont jusqu'à 40%. Jusqu'à 33%. Voilà, 33%. Donc, le quotité cessible. La réglementation financière a pris en compte le bien-être des agents économiques, a besoin de financement. Si vous avez votre revenu, ça fait 100%. Ça veut dire que vous avez environ 67% pour suivre à vos besoins. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces réalités-là. Mais pour construire une maison, je pense que c'est un investissement dans un actif immobilier. Avec les projets, les envies aujourd'hui, je pense qu'avoir chez soi, c'est important. Et si vous pouvez vous-même cotiser sous forme d'épargne pour construire, je suis sûr que c'est des années après. Donc c'est pour dire que l'agent économique qui bénéficie des prêts et la banque, les deux bénéficient. Maintenant, quand vous demandez ça bénéficie plus à qui? Bon, ordinairement, le vendeur, c'est celui qui, en d'autres termes, pourra plus bénéficier que l'acheteur parce qu'il y a des bénéfices, parce qu'il détient l'information et il sait ce qu'il gagne.
D'accord. Voilà. Alors justement, hein, la banque est parfois taxée de tous les noms. On parle de discrimination. Vous aviez commencé à le dire. On cible les fonctionnaires. Il y a peut-être d'autres particuliers qui sont porteurs de projets, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens, qui n'ont aucune garantie et qui se retrouvent, je dirais, dans l'impossibilité de démarrer un projet parce que la banque, malheureusement, ne leur accorde pas ce crédit-là. Ça dépend des opérations qui sont faites, ça dépend du taux, ça dépend de ce que vous injectez. Est-ce que quelque part, il n'y a pas cette forme de discrimination? Discrimination, bon, en économie, nous, techniquement, on ne pourrait pas parler de discrimination. D'accord. La banque est une entreprise qui a un produit et qu'elle veut vendre. Elle ne vendra qu'à qui remplit les conditions pour pouvoir acheter le produit. C'est comme vous vendez de l'eau. Si le POAT a 5 francs ou 10 francs, si vous n'avez pas 10 francs, vous ne pouvez pas l'acheter. Mais ici, le métier est tellement exigeant. J'ai parlé ici à la réglementation. Donc, les conditions d'exercice du métier déjà ne sont pas faciles. Et donc, comme la banque gère un bien qui n'est pas le sien, elle est obligée de pouvoir trouver qui est capable d'avoir le bien et de lui rembourser parce qu'il y a ce qu'on appelle agents à capacité de financement. C'est ceux qui ont des surplus de revenus qui vont déposer sous forme d'épargne pour leur projet et qui viendront prendre soit à court terme, à moyen terme, bien sur quelques années. Vous, banquier, vous avez l'argent de quelqu'un d'autre. Une autre personne a l'argent de besoin de financement, veut, et vous lui donnez. Si vous n'avez pas la garantie qu'il va rembourser, lorsque le premier qui a déposé viendra, qu'allez-vous lui dire? Donc voilà un peu le point fondamental de gestion de ce qu'on appelle la symétrie d'information. Et c'est difficile dans ce métier-là. Donc du coup, ce n'est pas si facile. Et puis voilà, c'est un peu ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Mais j'aimerais quand même connaître votre avis personnel. Hein. Je viens vers vous en tant qu'analyste financier, en tant qu'économiste, pour avoir des conseils. Est-ce que je dois faire un prêt pour subvenir à mes besoins, peut-être me construire une maison, me procurer mon moyen de déplacement? Qu'est-ce que vous me direz pour que je ne tombe pas dans un piège qui, après, sera compliqué à gérer, peut-être un remboursement trop pesant? Je pense ici que d'abord, il faut avoir une idée précise de ce que vous avez comme projet, de vous rassurer de la disponibilité de vos ressources à moyen, à court, moyen, long terme. C'est-à-dire quoi? Je veux une moto, je veux une maison. C'est à 10 millions ou la moto est à 300 000. Qu'est-ce que j'ai comme ressources financières actuellement? Dans 2 ans, dans 5 ans, si je veux faire le prêt, est-ce que je pourrais rembourser? Si c'est sur une maison, si c'est sur 7 ans, crédit de long terme. Donc, il faut d'abord, s'assurer de ce que vous avez comme projet. 2, de votre capacité à pouvoir solder au cas où on vous accorde le projet. Parce qu'on parle de capacité, ça veut dire que vous devez avoir des sources de revenus. Sans ces sources de revenus, vous ne pourrez pas. Et aussi être en mesure de mettre en valeur ce que vous avez comme... Parce qu'un bien d'équipement, si c'est une moto, il faut nécessairement la remplacer dans 5 ans. Si c'est une durée de vie, si c'est une maison, on peut dire servir, mais il faut l'entretenir. Est-ce que si je construis, en remboursant le crédit, est-ce que je suis en mesure de pouvoir survivre? Donc voilà un peu les éléments principaux à prendre en compte parce que le reste là, c'est beaucoup plus du ressort de la banque. Parce qu'elle vous exige beaucoup d'éléments. Voilà, donc pas de discrimination en tant que telle, mais c'est que vous allez vers le vendeur dont vous pouvez acheter son produit. Et nous sommes pratiquement à la fin. Hein. Vous l'avez dit, vous avez donné des conseils, mais lorsque je suis à découvert, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me retrouver complètement à court d'argent? Ce que vous allez faire, ici je pense que vous avez des activités. Ceux qui exercent une profession payante, il y a souvent des activités secondaires. Si vous voulez compter sur votre seule activité, aujourd'hui au XXIe siècle, vous ne pourrez pas. Voilà, donc le revenu principal qui rembourse, il faut faire des activités secondaires parce que découvert déjà, vous allez dans moins. Mais moins, vous allez solder quand vous venez à zéro pour dire j'ai plus. Il faut nécessairement d'autres sources de revenus pour compléter un peu le revenu principal. Sinon, vous ne pourrez pas dans le système actuel où nous sommes en Afrique, surtout. Merci beaucoup Herman, merci à vous Fidèle Delidji, économiste, analyste financier. Nous parlions des crédits bancaires utiles ou futiles. Je pense que chacun se fait son idée et ça dépend de ce que vous voulez. Il suffit de savoir bien gérer. C'est tout Herman, merci de m'avoir reçu. Merci Jennifer, vous restez avec moi. On va permettre à M. Delidji de se retirer. Vous restez avec moi pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. L'ORTB